Au cours du module précédent, nous avons vu à quel point le travail pouvait constituer, selon l'expression de Pierre Naville, l'élément ordonnateur de nos sociétés. Nous avons vu en effet à quel point le travail était porteur d'intégration sociale, qu'il créait du lien social, qu'il permettait de s'intégrer dans la société, de la même manière qu'il était le vecteur identitaire, qu'il était un des vecteurs identitaires principaux pour les individus. Ça a été l'occasion pour nous de revenir sur les différentes formes, les différentes modalités d'intégration par le travail, mais également aussi sur des travaux pionniers de sociologues qui ont commencé à penser ce lien entre identité et travail. Ces premiers travaux, qui sont ceux de Saint-Saulieu et qui sont aussi ceux de Claude Dubar, se sont élaborés tout au long du développement et on peut dire jusqu'à la fin de la société salariale. Ces travaux, en effet, sont ceux qui donnent le mieux à voir la manière dont la société salariale concomitante de la société industrielle a progressivement contribué à élaborer une forme particulière d'emploi et du coup des types particuliers qui lui sont attachés. Or aujourd'hui, et ce sera l'objet de ce module, nous allons mettre en évidence le fait que le rôle intégrateur du travail est remis en cause par les caractéristiques nouvelles du marché du travail et des formes d'emploi. Ce qui va conduire à nous poser la question, peut-on parler de fin du travail ? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier point quels sont ces facteurs de fragilisation, avant d'évoquer dans une seconde partie les hypothèses qui ont été élaborées par différents auteurs au cours des années 90, les hypothèses donc relatives à la fin du travail, et nous verrons enfin dans un dernier point à quel point le travail reste malgré tout une valeur centrale pour les individus. Première sous-partie donc, des facteurs de fragilisation. En effet, comme je l'ai dit, le rôle intégrateur du travail est remis en cause aujourd'hui par les caractéristiques nouvelles du marché du travail et des formes d'emploi. Le statut de salarié à temps plein et à durée indéterminée qui s'était imposé peu à peu jusqu'aux 30 Glorieuses est concurrencé par des formes d'emploi dites atypiques qui ont pour objectif de mieux répondre aux objectifs économiques des entreprises, aux impératifs économiques des entreprises. Avec le développement récent de la précarité et de la montée du chômage, les individus ne peuvent plus s'insérer durablement, ou en tout cas s'insèrent difficilement durablement, dans et par le collectif de travail, comme nous l'avons évoqué la dernière fois. Ainsi, des fractions croissantes de la population, en particulier des jeunes sans expérience, des femmes isolées, des immigrants ou des enfants d'immigrés, sont confrontés au risque de perdre les protections liées au travail et de se retrouver hors de la société salariale. D'autres facteurs viennent en outre affecter la fonction intégratrice du travail, la discrimination à l'embauche et la progression du nombre de travailleurs pauvres. En outre, la tertiarisation favorise un émiettement des lieux et des temps de travail, tandis que reculent certaines formes de solidarité collective dont on peut en voir un indice dans le déclin du syndicalisme. En effet, la gestion de plus en plus individualisée des carrières et des relations de travail, qui correspond à la logique de compétences que nous avons évoquée la dernière fois, a pour conséquence d'affaiblir les collectifs de travail, vecteurs de sociabilité et de solidarité. En outre, la crise actuelle de l'emploi alimente des inquiétudes en remettant en cause une source principale du lien social, et ce d'autant plus que se produisent simultanément d'autres révolutions susceptibles d'affaiblir l'intégration sociale, comme par exemple l'affaiblissement d'autres instances de socialisation comme la famille, l'école et l'État. Je vous renvoie pour cela à vos différents cours. Le rôle intégrateur et identitaire du travail est donc remis en cause et les formes d'emploi atypiques font donc poser la question de que va devenir ce marché du travail confronté à une autre manière d'organiser les emplois que la manière qui s'est construite tout au long de l'évolution de la société industrielle. C'est cette question qui va nous conduire à aborder dans notre seconde partie une hypothèse qui a pendant tout un temps été évoquée dans les travaux de sociologie et plus globalement les travaux qui portent sur l'évolution des sociétés et qui a tendance aujourd'hui à revenir un petit peu au goût du jour avec le développement de l'économie sociale et solidaire, même si elle est formulée d'une manière un petit peu différente. Cette hypothèse,
c'est celle donc de notre second point, c'est l'hypothèse de la fin du travail. Dans la seconde moitié des années 90, des livres à succès avancent l'idée de fin du travail. C'est le cas en France, en lien avec des projets de réduction du temps de travail. On pense par exemple à la réduction du temps de travail avec la loi des 35 heures, qui est soit vue comme un moyen de répartir l'emploi, soit comme un moyen de réduire l'attachement au travail, mais aussi dans d'autres pays, pas forcément uniquement en France, puisque c'est une formule, cette idée de fin du travail, que l'on retrouve comme titre d'un essai à succès de l'essayiste américain spécialiste de prospective qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui en 1997 publie donc La fin du travail. Pour lui, cette fin du travail, elle est liée à une évolution technologique majeure, qui est l'informatique, informatique entendue ici au sens large, qui serait, selon Rifkin, la base d'une troisième révolution industrielle, qui serait appelée à détruire les emplois, y compris dans les services. Ici, on fait écho de 2 siècles de débats sur les machines, qui seraient destructrices de métiers, ou au contraire libératrices de l'asservissement par le travail. Donc, révolution industrielle liée à l'informatique, auquel se rajouterait la mondialisation, qui rendrait impossible le retour de protection étatique. Pour Rifkin, donc, la combinaison de ces deux mouvements, révolution industrielle informatique et mondialisation qui empêche les protections étatiques, ces deux mouvements, donc, rendraient moins impérieux le besoin de travail, impossible la protection des salariés, et conduit donc l'auteur à plaider pour l'abaissement du temps de travail et l'émergence d'un tiers secteur dans lesquels pourraient se développer les individus, par exemple par la collaboration, par exemple par l'économie sociale et solidaire. Tiers secteur donc, qui permettrait les échanges, l'intégration, la création du lien, la création de l'identité, à travers autre chose que le travail. Dans le même temps, les mêmes conclusions sont souvent tirées d'un livre pourtant plus subtil de la sociologue Dominique Méda. Dominique Méda qui écrit donc en 1995 son ouvrage fondé sur des enquêtes sociologiques cette fois, non plus sous la forme donc d'un essai, ouvrage donc qui s'intitule « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Dans cet ouvrage, Dominique Méda insiste sur 2 éléments particuliers. Elle insiste d'abord sur le caractère statutaire et intégrateur du travail établi au XIXe siècle, mais qui, selon la sociologue, n'est pas une donnée en nature et qui donc, en contrepartie, envahit d'autres sphères de la vie privée et exclut ceux qui n'ont pas de travail. Elle mêle à ce constat un plaidoyer du coup pour la sortie de ce régime qui exclut certaines personnes et qui, selon elle, n'étant pas donné en nature, peut donc être réformé. Elle indique donc que plutôt que de lutter en vain contre le chômage, mieux vaudrait revenir à des régimes antérieurs où l'activité productive était moins centrale. Je cite, Dominique Méda écrit « Au modèle actuel de partage du travail, où les jeunes, les plus de 55 ans et bien d'autres accèdent au travail avec de plus en plus de difficultés pendant que les autres sont débordés, j'oppose un autre modèle, celui où tous les individus auraient accès à la gamme diversifiée des activités humaines, celles qui rendent pleinement humains les hommes et pleinement civilisée la société. » Si on essaye de comprendre plus précisément à quoi renvoient ces différents travaux qui, soit sous la forme d'essais, soit sous la forme de travaux sociologiques plus étayés, intuitent dans les années 90 cette hypothèse de la fin du travail. Ces travaux, finalement, en un mot, avancent une double hypothèse. Première hypothèse, l'emploi salarié, à temps plein et pour une durée indéterminée, c'est-à-dire finalement le modèle d'emploi canonique de la société industrielle, serait une parenthèse historique, bien adaptée à l'âge de l'usine, mais qui, en amont et en aval de cette séquence historique, ne serait pas fondée à se perpétuer. D'autre part, et c'est là la seconde hypothèse, les auteurs avancent que les acteurs sociaux, confrontés à cette fin du travail, seraient par conséquent appelés à se fonder sur d'autres sphères de leur existence pour construire leur identité et pour définir leurs aspirations. Alors,
L'objectif d'une partie de la suite de ce cours va être d'explorer ces deux hypothèses. Concernant la première hypothèse, à savoir la remise en cause de l'emploi salarié, je vous invite à vous référer au module suivant qui parlera de la construction et des remises en cause du salariat. Explorons pour finir ce module et dans une seconde partie la deuxième hypothèse, à savoir est-ce que le travail est effectivement périphérique? Est-ce que le travail aujourd'hui n'est effectivement plus au principe de la construction identitaire des individus? Pour essayer de répondre à cette question, je vous invite à vous référer à une enquête sociologique originale qui porte sur le lien entre bonheur et travail, qui a été élaborée par Baudelot et Golac en 2003, et qui utilise à une grande échelle une analyse des discours des enquêtés sur leur travail. Elle vient jeter un regard et un certain doute sur les propositions de la fin du travail qui ont été élaborées dans les années 90. Elle souligne en effet à quel point le travail reste une référence centrale. Ainsi, à la question « Qu'est-ce qui pour vous est le plus important pour être heureux ?», 27% des personnes interrogées invoquent dans leur réponse le travail, soit directement, pour 22% d'entre elles, soit comme emploi, boulot, métier ou profession. Presque personne ne le rejette, et en outre, ce sont ceux qui apparaissent comme les victimes des évolutions récentes, à savoir les plus précaires sur le marché du travail, les ouvriers de moins de 35 ans, au chômage ou n'ayant qu'un emploi temporaire, qui l'évoquent le plus, puisque parmi ces personnes-là, 65% d'entre elles citent directement le travail comme étant une composante essentielle du bonheur. Ce que l'on constate donc, c'est que, en dépit des souffrances et des insatisfactions, le fait de travailler reste, pour bon nombre de Français, un moment privilégié pour garantir à soi et aux siens des conditions de vie satisfaisantes. Pour être plus exact, l'association entre travail et bonheur ne prend d'ailleurs pas les mêmes formes selon la place occupée dans l'espace social. Pour les uns, ceux qui occupent le plus haut de l'échelle sociale, le travail est une composante du bonheur. Elle permet de s'épanouir et de se réaliser. Plus en bas, il en est au contraire une condition. Autrement dit, si on regarde le tableau que vous avez sous les yeux, pour les cadres et les professions intermédiaires et libérales, travailler renvoie à un état auquel sont associés le bien-être et la sécurité. A l'inverse, pour les ouvriers et à un moindre degré pour les employés, le travail est lié en revanche au fait d'avoir. Alors d'avoir de l'argent, d'avoir un revenu, d'avoir un salaire, c'est en tout cas la raison pour laquelle il est une condition du bonheur, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir le minimum qui permet au moins d'assurer sa survie, en tout cas de permettre d'avoir un niveau de vie confortable. C'est pourquoi, tout en faisant l'objet d'une appréciation positive, le travail doit s'accompagner de conditions de l'activité professionnelle parfois extrêmement difficiles et parfois extrêmement détestables. Je vous laisse prendre connaissance des tableaux que vous avez sous les yeux et lorsqu'on regarde par exemple le tableau numéro 2 qui évoque le travail ou ses synonymes, on se rend compte par exemple que pour les individus qui sont dans les situations les plus précaires, le travail, quand on parle on parle du travail ou du boulot, alors que lorsqu'on a des situations plus privilégiées, on va parler de métier ou de profession. On voit là encore à quel point le champ sémantique pour parler du travail peut être varié et renvoie à l'appréciation qualitative différente que l'on peut avoir de son travail, mais dans tous les cas, le travail reste une composante importante du bonheur déclaré selon les individus. Donc on voit que la seconde hypothèse, à savoir le travail est une valeur en voie de disparition, est quand même à relativiser, y compris d'ailleurs lorsque on s'intéresse aux populations les plus précaires, chez lesquelles du coup on serait amené à trouver d'autres lieux d'identification, d'autres sources de bonheur, d'autres conditions d'épanouissement. On voit ici que dans notre société, le bonheur reste une composante le travail, reste une composante importante du bonheur. Pour essayer d'aller plus loin dans l'exploration de cette perspective de cette hypothèse de la fin du travail, il nous faut donc revenir, et cette fois-ci plus longuement, sur la première hypothèse, à savoir est-ce que
le modèle salarial n'est qu'une parenthèse historique, et pour cela, il va nous falloir comprendre comment s'est construit ce modèle salarial, et c'est ce à quoi je vous invite dans le module suivant.